comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. Eh bien, les Iraniens ont abattu un avion F-15 dans les heures précédant l'ultimatum donné par Donald Trump. On ne veut pas d'accord. Passons aux détails. En ce moment, ils essaient de secourir l'un des pilotes. L'un a déjà été secouru, ils recherchent l'autre. Voyons les détails de ce que l'on sait. On parle aussi d'hélicoptères américains touchés et dégageant déjà de la fumée à l'intérieur de l'Iran. Eh bien, une série de problèmes. Cette guerre, ce conflit, devient de plus en plus compliqué. Passons aux détails de ce qui se passe dans le monde. Les images les plus marquantes, les sujets les plus intéressants. Installez-vous confortablement. Que vous travailliez ou regardiez, donnez le meilleur de vous-même tout en nous suivant. Ceci est un direct complet, un direct long, mais avec toutes les informations, avec tous les détails. Mettez un like, partagez, donnez-nous un coup de main avec ça, et nous, ici, eh bien, nous resterons un bon moment avec vous. Nous réagissons aussi aux commentaires, évidemment. Un énorme salut à tous ceux qui arrivent. Et en attendant, dites-nous d'où vous nous regardez. De quelle ville, de quel état, de quelle planète vous nous regardez? Allons donc aux détails, nous commençons avec cette image. Eh bien, un volcan en Indonésie a créé la surprise. Cela aurait généré le Dukulo. Ce volcan d'Indonésie aurait eu cette réaction. Une éruption qui atteindrait 4 km de hauteur. D'après les informations, c'est déjà un volcan très haut. Et en plus de l'altitude du volcan lui-même, il faut encore ajouter 4000 mètres. Impressionnant. Aussi, eh bien, des hélicoptères sont signalés à différents endroits en Iran, près de l'endroit où un avion F-15, un jet, un avion de chasse, s'est écrasé. D'après les rapports, il reste un pilote à secourir, un a déjà été sauvé. Les hélicoptères ont survolé la zone pour essayer de retrouver l'autre pilote. Qu'est-il arrivé à l'autre pilote? Eh bien, nous allons rester attentifs à ce qui se passe. Mais les Iraniens font preuve de clarté. Ils ne veulent pas négocier. Aussi, eh bien, une autre des images qui attire l'attention est celle-ci, où l'on voit déjà le siège du pilote là où il est tombé. Oui, voici, nous allons mettre l'image ici. C'est le siège où se trouvait le pilote. Là, on voit le parachute, pas des morceaux qui traînent, c'est parce qu'évidemment, il n'est plus complet. D'après ce qu'il rapporte. Ça, eh bien, ça attire l'attention. Un F-15 aurait été abattu lors d'une opération de sauvetage qui, d'ailleurs, serait en cours. Voici une autre des images de cet hélicoptère qui cherche à secourir cette personne. Imaginez-vous, c'est vraiment impressionnant. Au moment de tension maximale, on montre donc quelques images des débris de l'avion. Ça, eh bien, ça fait aussi partie de ce qui se passe. Une autre image. Voici l'image d'un autre appareil. C'est un avion de recherche et de sauvetage. Le HC-130 Combat King, 2 de l'armée de l'air des États-Unis, survole la campagne iranienne à une altitude ultra basse. C'est extrêmement rare de voir un avion de cette envergure, de cette taille, à une telle altitude. Regarde simplement. Et en pleine guerre, voler ainsi est extrêmement dangereux. Voler pour secourir ce pilote à cette altitude est très dangereux. Ils peuvent les attendre sur n'importe quelle montagne pour tirer, ce qui est très dangereux. Il y a très peu de chances de réagir. Évidemment aussi, c'est une stratégie pour qu'on ne puisse pas les voir de loin. D'un côté, c'est plus dangereux à courte portée, mais à longue portée, c'est plus difficile à observer. Un autre sujet qui attire aussi l'attention, c'est celui-ci. Ces avions, oui, qui font partie de la recherche et du sauvetage. Là, on voit le HC-130J Combat King 2 avec d'autres hélicoptères qui tournent, qui font le tour par là. Eh bien, c'est une partie de ce que l'on vit en ce moment. D'après les rapports, ils seraient en train de se ravitailler en carburant là-bas. Si vous regardez bien, ils sont reliés aux hélicoptères. C'est-à-dire que l'avion vole à basse vitesse pour leur donner du carburant et continuer. En vérifiant la zone, ils continuent de voler dans la région, disons. Des images saisissantes prises par les Iraniens et les habitants locaux, publiées sur les réseaux sociaux où elles deviennent aussitôt virales. D'après les rapports, il s'agit de 2 hélicoptères MH-60G Viewhawk, qui sont des hélicoptères spécialisés dans la recherche et le sauvetage.
pour retrouver l'autre pilote du F-15 qui s'est écrasé, qui a été abattu, selon ce que rapportent les médias iraniens. Un autre point à aborder est cette image. C'est une autre image. Bien, l'altitude de l'avion, hein? L'altitude de l'avion. Voyons si on commence à le voir. C'est qu'il vole au ras du sol. Impressionnant. Voyons si l'image s'améliore. Bien, la voilà. Regardez la ville et l'avion en pleine guerre. Et en faisant ces mouvements, franchement, c'est hallucinant. Nouvelles images de la force aérienne des États-Unis. Ils ont opéré à très basse altitude dans des zones isolées d'Iran. Pendant qu'on cherche ce deuxième pilote d'un F-15. Nous en discutons aussi et aborderons en détail la situation là-bas. Une autre image qui attire l'attention, c'est celle-ci. Regardez, cet incendie, selon les rapports, concerne un bateau de pêche qui serait en flammes dans le golfe Persique. Où exactement? Dans le détroit d'Ormuz même. Que s'est-il passé avec le bateau de pêche? Lui a-t-on tiré dessus par accident? Je l'ignore. Nous restons attentifs à la situation. Un bateau de pêche aurait pris feu apparemment à cause d'une attaque. Nous verrons, ce qu'on en sait. Une autre image qui attire également l'attention est une photographie d'un hélicoptère. De ceux-ci des HH-60G combat. Oui, qui apparemment, et c'est un rapport de renseignement, affirme qu'on lui a tiré dessus parce qu'il dégage de la fumée. Disons que, il est évident qu'il est arrivé quelque chose à l'hélicoptère, non? D'après ce qu'il rapporte, c'est ce que rapporte Newsmax, non? Celui qui affirme que l'hélicoptère HH-60G de recherche et de sauvetage de l'armée américaine a été touché. L'hélicoptère a été contraint de retourner en Irak. Il a atterri en Irak, selon ce qu'on dit, l'équipage à bord de l'hélicoptère est sain et sauf, bien qu'il n'y ait pas non plus beaucoup de détails à ce sujet. Mais on sait que l'un des deux hélicoptères qui se trouvaient eux dans la zone a été endommagé, et il a dû retourner vers une base en Irak. Ça, c'est aussi incroyable parce que ça donne un nouveau tournant à toute cette histoire, à tout ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'on voit? Ceci est un missile de la garde révolutionnaire islamique qui a raté sa cible et a touché une zone résidentielle. On peut dire que c'est un tir ami, pour ainsi dire, non? Entre eux-mêmes, ils se sont tirés dessus sans le vouloir. Comme ils le disent, d'après les rapports, ils tirent, le missile tombe, rate sa cible et, il finit par toucher une zone résidentielle, ce qui est aussi un sujet vraiment grave. Ici, nous avions déjà vu cette image. Ici, il y a plus d'images des débris de cet avion, n'est-ce pas? Là, ils montrent donc certaines des parties qu'ils auraient photographiées d'un F-15, n'est-ce pas? D'après ce qu'ils ont commenté. Bon, ça fait donc partie de ce qui se passe en ce moment. Maintenant, aujourd'hui, nous te parlons des réactions. Bon, celle-ci, cette image, nous l'avons déjà vue. Voici le message que donne Donald Trump. Voyons si je peux le mettre par ici. Voici le message que donne Donald Trump. Il dit « Pendant ce temps, les forces des États-Unis mènent des opérations de recherche et de sauvetage au combat pour récupérer le F-15. » Donald Trump a lancé ce message dans lequel il dit « Avec un peu plus de temps, nous pouvons facilement ouvrir le détroit d'Ormuz, extraire le pétrole et devenir riches. Ce serait un grand succès pour le monde. » Donald Trump, président, transmet ce message. Imaginez-vous, n'est-ce pas, pendant que tout cela se passe en Iran. Voilà le message que donne Donald Trump. Cela fait aussi partie de ce qui se passe. Il donne aussi un autre message. Voici un autre message également qui attire l'attention et qui, fait aussi partie des réactions qui se produisent. Il dit ce qui suit. Et le vice-président Eddie Vance est maintenant en charge, dit-il, de la fraude aux États-Unis. C'est un problème massif et généralisé, ainsi que le travail qu'il va accomplir. Avec de nombreuses personnes importantes dans l'administration, il jouera un rôle clé pour l'avenir du pays. Nous l'appellerons le tsar de la fraude et son action sera partout, mais principalement dans ces États démocrates ou des politiciens démocrates corrompus comme ceux de Californie, du Minnesota, du Maine, de New York, etc. et beaucoup d'autres ont agi en toute impunité. Il prépare déjà le discours selon lequel, si vous ne votez pas pour lui, il dira que c'est une fraude. Il n'est déjà plus là. Aujourd'hui, les sondages sont sortis. Des États-Unis, dans lesquels Donald Trump est au plus bas. Et maintenant, là, on parle vraiment des classiques, non. Où ceux qui votent, normalement pour lui,
c'est-à-dire les électeurs blancs de la classe ouvrière, qui pour la première fois dans l'histoire, la majorité donne une note négative à Donald Trump. D'après ce qui est rapporté, le président Donald Trump a un taux d'approbation net négatif parmi les électeurs blancs de la classe ouvrière. Pour la première fois, il est en position négative auprès de son principal groupe de soutien. Eh bien, il ne les convainc plus non plus, n'est-ce pas? C'est aussi un sujet important, ce qui se passe. Et regardez, en ce moment, les Iraniens se moquent de tout ce qui se passe là-bas aux États-Unis. Regardez, c'est publié par l'ambassade d'Iran, dans laquelle une ambassade d'Iran montre. Eh bien, comme d'habitude, ils inscrivent les dirigeants militaires iraniens et les barrent au fur et à mesure qu'ils les éliminent. Cette fois, ils ne les ont pas éliminés, mais renvoyés. Vous avez vu qu'ils ont renvoyé plusieurs personnes hier. Il dit ce qui suit, c'est ce que dit le compte, non. Le changement de régime a été réalisé avec succès. Imaginez les Iraniens en train de se moquer de ce que dit Trump. Trump affirme que le régime iranien a déjà changé. C'est ce qu'ils prétendent. Eh bien non, le régime a déjà changé. Parce que plusieurs figures importantes parmi les militaires de haut rang ont déjà été rayées de la liste, n'est-ce pas? Cela, eh bien, attire aussi l'attention. Évidemment, c'est constamment réaction et contre-réaction. Aujourd'hui, nous commentions l'alerte lancée par le consulat général d'Erbil, là-bas aux États-Unis. Pardon, en Irak. Où il signale donc qu'il y a une. Eh bien, il déclare « Partez d'Irak immédiatement si vous êtes citoyens américains ». Parce qu'évidemment, il pourrait être la cible de groupes radicaux présents là-bas qui sont pro-iraniens. Donc faites attention à ce sujet. Une autre alerte est lancée. Un sujet dont, eh bien, nous parlions déjà très tôt ce matin. Mais passons à d'autres sujets, à d'autres affaires plus en détail, n'est-ce pas? Des événements et d'autres nouvelles. Pour commencer, c'est un direct complet, un direct avec tous les rapports de la journée. Ça a été très mouvementé, évidemment c'est vendredi. Mais eh bien ici, les week-ends n'existent pas dans les actualités. Un grand salut à Félix, à Damaso, à Martha. Comment vas-tu? Bonjour. Maria Romero, à toute la communauté qui arrive. Un grand salut. Allons-y donc, passons aux informations sur ce qui se passe. Eh bien, selon les rapports, en Iran, il y aurait eu aujourd'hui une série d'attaques au cours desquelles des F-15 volaient. Les F-15 bombardaient en différents endroits, mais l'un d'eux a été touché. On a signalé la chute d'un avion militaire américain F-15 Strike Eagle. Cela s'est passé dans la partie sud de l'Iran. Aujourd'hui, une petite parenthèse car nous allons revenir sur ces détails dans un instant. Aujourd'hui, les Iraniens ont attaqué une usine de dessalement de ces pays. Dans le Golfe, on laisse aussi des habitants de ce côté-là sans eau. Cela aura aussi des conséquences. Oui, il y a eu des problèmes, il y a eu des batailles, il y a eu des tirs, mais aujourd'hui, probablement entre aujourd'hui et demain, nous allons assister à la pire escalade du conflit. Parce qu'il s'attaque déjà à des niveaux jamais vus auparavant. En fait, depuis hier, les États-Unis et Israël ont attaqué un pont civil. Un pont clé pour la communication entre Téhéran, la capitale, et la partie occidentale du même pays, c'est-à-dire de l'Iran lui-même. Maintenant, on attend dans les prochaines heures qu'une annonce soit faite concernant une idée d'accord dans laquelle le Pakistan se trouve au centre de toute cette affaire. Désormais, le Pakistan a déclaré qu'il n'y aurait aucune négociation. La négociation est dans une impasse. Il n'y a pas d'accord, l'Iran n'a absolument aucun intérêt à négocier. Tout ce que disait Trump sur leur volonté de négocier ne s'est pas confirmé, car ils n'ont jamais dit oui jusqu'à présent. Le seul qui a dit quelque chose qui s'en rapproche, c'est Masoud Pezeshkian, dont on sait qu'il n'a même pas de pouvoir. Ceux qui contrôlent, c'est la garde révolutionnaire. Masoud Pezeshkian a seulement dit « quand on nous donnera des garanties », mais c'est tout. En dehors de ça, rien de plus. Allons dans le détail. Les forces armées iraniennes auraient le présenté.
Eh bien, ce rapport fait état d'attaques indirectes vers différents points du Golfe, différents endroits du Golfe qui ont généré beaucoup de tensions. En Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis et au Koweït qui a aussi subi une forte attaque aujourd'hui. En ce moment, le point, disons, central de tout cela a été l'avion. Le F-15 dont, pour l'instant, ils n'ont pu récupérer qu'un seul des pilotes. Un appel est lancé aux résidents locaux pour qu'ils capturent ce qu'ils appellent le pilote ennemi, celui qui manque. La garde révolutionnaire demande simplement qu'on l'arrête. Imaginez ce qui se passerait. Je ne sais pas s'ils l'arrêtent. Évidemment, cela entraînerait une très forte critique envers Donald Trump. Et ça, les Iraniens le savent. À quel point c'est important. Un pilote américain capturé, c'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Alors, eh bien, c'est le sujet qui laisse penser que des avancées avec des troupes sur le terrain vont avoir lieu, si ça continue comme ça. Il est certain que les rapports indiquent qu'Israël serait aussi un acteur important dans cette histoire, puisqu'il est mentionné qu'il collabore avec les États-Unis dans l'opération de recherche et de sauvetage. Israël chercherait aussi ce pilote. Les forces armées iraniennes qualifiant cela de victoire militaire et en font de la propagande pour le régime. Évidemment. L'importance de cette nouvelle est énorme. Si cela se confirme pleinement qu'il a été abattu et non victime d'un accident, si c'est le cas, c'est énorme. Cela fait écho à la chute du F-15S, du F-15E qui, eh bien, allons-y aussi, celui-ci. Cela génère encore plus de tensions dans cette zone où, du moins jusqu'à présent, il n'y a pas de rapport indiquant s'il est en vie ou non. Le deuxième pilote est celui qu'ils recherchent, celui qu'ils sont sur le point de secourir. Il n'y a pas encore de détails, et évidemment, si pendant que nous sommes en direct, puisque cela est encore en cours de développement, nous allons évidemment commenter tout ce qui sera confirmé, n'est-ce pas? Parce qu'il y a effectivement beaucoup de rumeurs de toutes sortes, et vous pouvez imaginer comment cela se passe. La conséquence immédiate et évidente est que, tant que le deuxième pilote n'aura pas été retrouvé, et qu'il n'y aura pas de version officielle complète du Pentagone, cette histoire va continuer à prendre de l'ampleur, n'est-ce pas? Les rumeurs continueront sûrement à grandir parce que lorsque le Pentagone donne les informations, ou disons n'importe quelle force militaire, laisse. Le manque d'informations, l'ambiguïté commence aussi à générer plus de vides d'informations, et ensuite ces vides, malheureusement, sont souvent comblés par de fausses nouvelles ou par des choses qui ne sont que des rumeurs qui émergent dans la région. Il faut donc faire très attention à ce sujet. Procédons étape par étape pour vérifier ce qui peut être confirmé ou non et ce que montrent les images déjà consultées. Assez bien. C'est assez évident donc. Bon, on sait que le F-15 est bien tombé, mais on ne sait pas s'il a vraiment été abattu, même si certains l'affirment. De plus en plus de sources affirment qu'il a été abattu. Certains médias considèrent déjà qu'il a été abattu. Un autre point qui attire également l'attention, c'est que les conditions du pilote qui a déjà été secouru et la façon dont on a perdu la trace du deuxième pilote ne sont pas claires. N'est-ce pas? Ce sujet aussi. Nous allons donc essayer de l'analyser pendant le direct, n'est-ce pas? Ceux qui arrivent, laissez votre commentaire. Dites-nous, s'il vous plaît, d'où vous nous regardez. Salutations à toute la communauté qui nous regarde depuis le Moyen-Orient. D'ailleurs, qui nous regarde depuis les Émirats Arabes Unis, depuis Israël et de différents endroits du Moyen-Orient. Un grand merci à ceux qui sont ici, des États-Unis, du Mexique, d'Argentine, bien sûr de toute l'Amérique latine. Un grand merci aussi à l'Espagne, évidemment. Merci d'être là. Salut Félix, ça va? À toute la communauté qui nous regarde à Mexico, ici même à Monterrey. Aurelio, comment vas-tu? Salutations jusqu'au Nouveau-Mexique. Et salutations à Pépé en vivo. Il dit à la destruction de l'avion et de l'hélicoptère qui tentaient de secourir les pilotes et qui ont aussi été abattus. Il dit « Comment vas-tu, Aurelio ?» Très bien. Le président d'Iran a envoyé une lettre publique. Oui, nous en avons parlé hier. Nous en avons parlé hier, Elia. Nous avons donné la lettre, n'est-ce pas? Une lettre qui, eh bien, même si c'est un personnage qui est désinvesti de son pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir de son côté. Eh bien, évidemment, c'est intéressant parce que, je veux dire, il reste le président, non? Un sujet qui attire aussi l'attention. Comment vas-tu, Armando? Norma. Salutations aux îles Canaries. Bonjour, merci, Eliseo. Salutations en Espagne. Passons donc à ce point. Regardez. Aujourd'hui, l'Iran a lancé une attaque très violente contre une raffinerie au Koweït.
Passons à la carte, regardez. Tout. Tout ce qui s'est passé ces dernières heures s'est déroulé ici, dans cette zone. Bien qu'on sache qu'il y a eu des attaques à Téhéran aussi, les actions se sont surtout concentrées dans cette zone. Le bateau de pêche que nous avons vu tout à l'heure se trouve dans cette zone. Le bateau de pêche brûlé, dans le détroit d'Ormus, non ? C'est d'ici, depuis la partie sud, que le F-15 est tombé. Dans la partie sud de l'Iran, n'est-ce pas ? Et c'est là aussi qu'il y a des mouvements. Et ensuite, au Koweït, il y a eu une attaque. Passons aux détails. Le Koweït serait à nouveau au centre de la tempête régionale après les attaques de drones. Cette fois-ci, ils frappent à nouveau les infrastructures critiques du pays. Les cibles touchées étaient de la raffinerie Mina Al-Hamadi, une centrale électrique et une installation de dessalement. 3 éléments sensibles pour le fonctionnement quotidien de l'État. Ils ont été gravement touchés. La señal política es... Ce n'est pas une cible militaire. Ce n'est pas qu'ils attaquent une base des États-Unis parce qu'au final c'est une guerre. Non, ils attaquent l'infrastructure qui donne vie au Koweït. Ou bien il y a une attaque. Parce que c'est ce que l'Iran n'a pas voulu reconnaître. Ils prétendent attaquer uniquement des bases, mais c'est faux. Ce sont les mêmes chers, les mêmes présidents et princes qui l'ont dit. Tout cela. Nous l'avons aussi vu en images. C'est-à-dire, l'impact ne concerne pas seulement les bases, mais aussi les infrastructures civiles. Les marchés sont encore ouverts, donc il faudra surveiller l'évolution du pétrole. Mais, eh bien, regardez, je pense que non, c'est fermé. Le marché du pétrole est fermé. Au moins, je pense que c'est parce que c'est vendredi, le vendredi saint, comme on l'appelle, non ? Oui, tout est fermé. Le S&P 500, voyons, aussi. Oui, c'est aussi fermé. Oui, tout ferme, hein ? Non, heureusement qu'ils ont fermé parce que sinon le pétrole aurait explosé, non ? Tous les marchés sont fermés. C'est-à-dire le S&P 500, le Nasdaq, tout est fermé. Le marché de l'or est fermé aussi. Eh bien, oui, c'est tout à fait logique. J'imagine qu'on va vérifier tout de suite si un autre marché a réussi à ouvrir. N'est-ce pas ? On va vérifier un instant. Et comment ça s'est passé, non ? Le fait est que l'accusation qui est portée en ce moment, cela vient du ministère de l'Électricité, des Ressources hydrauliques et de l'Énergie. Ils ont signalé qu'une autre attaque a eu lieu contre les principales centrales électriques et aussi contre une usine de dessalement du Koweït. L'accusation est directe. Le porte-parole officiel attribue l'attaque à une agression iranienne, ce qui élève encore le niveau du conflit à un conflit qui touche déjà des zones stratégiques du Koweït. Le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont 4 pays qui misent donc déjà sur la possibilité d'une réaction de conflit, de guerre, c'est-à-dire de répondre par les armes, n'est-ce pas ? Regardez, ici il y a des informations, il me semble. Il y a de nouvelles informations. Allons dans le détail, voyons ce qui se passe. Mais attends un instant. Selon ce qui est rapporté, il y a un deuxième avion de chasse de l'armée américaine qui s'est écrasé dans la région du Golfe Persique. Le pilote, qui était seul à bord, a été secouru sain et sauf, selon ce que rapporte le New York Times. Selon le New York Times, un deuxième avion de chasse de l'armée américaine s'est écrasé vendredi dans la région du Golfe Persique. Selon le rapport, l'avion d'attaque, la Dix Warthog, s'est écrasé près du détroit d'Ormuz presque en même temps que le F-15. Ce sont donc 2 avions de chasse. Un ADX Warthog. L'ADX Warthog, ce qu'ils font avec ces avions, c'est qu'ils les utilisent donc pour détruire des drones. Ce sont des avions déjà un peu plus anciens, non ? Eh bien, ceux-là se seraient écrasés près du détroit d'Ormuz, ce qui a du sens parce que c'est là que passent la plupart des drones, n'est-ce pas ? Voyons quelles autres informations il y a sur cet avion. Mais regardez. Je veux vous montrer une image, une de ces images d'archives, juste pour voir à quoi ressemblent ces petits avions.
Si je mets aussi le design, moi j'ai beaucoup aimé. Je préfère ça à ceux des avions de chasse. Je ne sais pas, les avions de chasse, je ne suis pas tellement fan du design. Mais ce petit avion me plaît. Je ne sais pas, il a son charme. Mais si vous regardez bien, il n'a pas beaucoup de puissance. Enfin, ce n'est pas un jet, ce n'est pas vraiment un avion de chasse. C'est le ADX Warthog. Il a une sorte d'artillerie, un type de munition qui, grâce à sa maniabilité, permet de détruire facilement des drones. Alors ils poursuivent les drones, les détruisent, poursuivent les drones, les détruisent. Ils passent leur temps à poursuivre et à détruire les drones. Pourquoi est-ce que cela coûte moins cher que de leur lancer des missiles à 2, 3 ou 4 millions de dollars pièce? Et ils tirent 3 missiles sur chaque drone pour pouvoir les atteindre. 3 missiles à 3 ou 4 millions de dollars chacun, calculez le coût. C'est extrêmement cher de détruire un drone, et les drones coûtent 25 000 dollars. Autrement dit, cela coûte 20 000 dollars à l'Iran. Et pour les États-Unis, cela coûte entre 2 et 6 millions de dollars pour chaque drone qu'ils détruisent. Alors ils ont amené ces avions, qui sont déjà des avions anciens, qui ne sont pratiquement plus utilisés. Et ils les utilisent donc pour détruire des drones de façon moins coûteuse. Voilà la réalité, disons. Maintenant, ils parlent donc de 2 avions. C'est ce que rapporte le New York Times. Voici un avion et un autre, nous l'ignorions. Jusqu'à présent, il n'y a pas d'image, c'est pourquoi nous n'en parlions pas. Mais nous voyons déjà qu'il y a confirmation de plusieurs médias, dont le New York Times lui-même, n'est-ce pas? Ce qui, eh bien, montre que l'un de ces avions a également été abattu. Le pilote s'en est sorti indemne. Dans le cas du F-15, il y a 2 pilotes. L'un a déjà été secouru et l'autre est en cours de sauvetage. Maintenant, comment le sauvetage du pilote a-t-il eu lieu? Mais ce serait un moment où, je suppose, l'hélicoptère descend, prend le pilote et l'emmène. Donc je veux dire, est-ce que ce seraient les premières troupes au sol? Même pour quelques secondes ou minutes, seront-ce les premières troupes au sol dans ce conflit? Y a-t-il eu d'autres sauvetages dont on n'a pas parlé? C'est possible, mais cela reste anecdotique. Passons à quelques détails sur ce qui s'est passé, non? On signale aujourd'hui la chute d'un 2e avion de combat des forces américaines dans la région du Golfe Persique. Aujourd'hui, le 3 avril, vendredi. 3 avril au cas où vous regarderiez ça un autre jour, sachez que cela s'est passé ce jour-là. Selon le rapport, le pilote qui voyageait seul a pu être secouru vivant. L'avion accidenté aurait été un ADX Warhawk, un appareil d'attaque très connu pour sa capacité de soutien aérien rapproché dans les zones de guerre. L'accident s'est produit dans le détroit d'Ormuz, l'un des passages. Bon, ils expliquent déjà tout ce truc, non? Mais c'est ça le sujet, non? Le pilote de la Dix a été secouru et cela réduit immédiatement l'impact humain, mais cela n'atténue évidemment pas la gravité stratégique de l'épisode. Et cela montre des capacités que, eh bien, Trump ne voulait pas admettre. Mais que le renseignement. Hier, je vous l'ai dit, le renseignement des États-Unis affirmait que la force de l'Iran est loin d'être décimée, contrairement à ce que disait Trump. Autrement dit, le renseignement contredisait Trump en disant que ce n'est pas vrai, ils ne sont pas décimés, il leur reste au moins la moitié des missiles, des drones et tout cela, au moins la moitié, imaginez-vous. Qu'ils ont attaqué et détruit de nombreux lanceurs, d'accord, mais la quantité de missiles reste encore énorme. Donc bon, c'est un autre sujet qui est aussi devenu important ces dernières heures, non? Comment la situation a-t-elle évolué ces derniers jours dans le conflit? Mais rien de positif dans le sens où cela ne semble pas indiquer une diminution du conflit, mais plutôt tout le contraire, cela pointe vers une escalade potentielle, non? C'est du moins ce que l'on constate, n'est-ce pas? Maintenant, passons à d'autres sujets également importants. Le régime iranien est très mauvais. Non, il n'y a pas de discussion à ce sujet. Je ne partage pas leur avis sur beaucoup de sujets, mais je doute que des bombardements ou des opérations militaires suffisent à résoudre la situation. Regardez ce qui s'est passé avec ce genre d'opération en Irak, en Afghanistan, en Libye. Nous n'avons jamais livré? Jamais. Même après 20 ans, par conséquent, il faut respecter la souveraineté des peuples. Si les gens veulent changer de régime, s'ils veulent réagir, prendre l'initiative, ils peuvent le faire.
Eh bien, c'est ce qu'il dit, non? S'ils veulent réagir, s'ils veulent prendre l'initiative, eh bien, ils peuvent le faire. Cela ne fait pas partie de ce qu'ont dit ces personnages. Et ce Macron, le président de... Comment ça s'appelle? De la France, non. Au final, eh bien, cela fait aussi partie importante de ce qui se passe. Passons donc à d'autres sujets importants. Mais oui, nous allons voir pendant le direct plusieurs réactions de ce genre, non? Plusieurs réactions internationales. Comment vas-tu, Fernando? Salut. Salut, Eliseo. Comment vas-tu? D'où que vous nous regardiez. Depuis les Pays-Bas, dit Fer. Excellent. Qui d'autre? Francisco Arce. Ça va? Les gens disent avoir faim alors que le gouvernement dépense pour des armes, dit Norma. Comment vas-tu? Les gens parlent de nourriture ou d'armes. S'ils ont des armes, c'est dommage. Salut Norma. Salut Ruben. Comment vas-tu? Passons aussi à d'autres points importants. Il y a, eh bien, plus de rapports sur ce qui se passe dans la prétendue négociation des États-Unis, n'est-ce pas? Une négociation qui, eh bien, à un moment donné, on a dit qu'elle était déjà en cours, n'est-ce pas? Bien que les Iraniens disaient qu'il n'y avait pas, eh bien, une véritable négociation, n'est-ce pas? Maintenant, il y a déjà un rapport complet sur ce qui se passe. Et selon les informations, eh bien, le Pakistan dit qu'il n'y a pas de négociation. Le Pakistan dit qu'on arrive à un point mort, c'est-à-dire à une impasse, comme on dit, n'est-ce pas? Et, eh bien, c'est ce que j'aimerais vous dire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, allons dans les détails. Eh, La semaine dernière a été, disons, la dernière semaine pour négocier, n'est-ce pas? Ils ont dit, c'est la dernière semaine, il faut négocier. C'est pourquoi hier et ces derniers jours, Marco Rubio, Yair Ivan disaient, eh bien, qu'ils étaient sur le point d'annoncer quelque chose d'important, je ne sais pas quoi. La lettre sort, j'ai appris que c'était le président iranien et tout ça. Et maintenant, eh bien, tous ces efforts diplomatiques ont un résultat. Le résultat est nul. Il a été confirmé que les efforts diplomatiques en vue d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran sont dans une impasse. La médiation était principalement menée par le Pakistan, avec le soutien de la Turquie et aussi d'ailleurs de l'Égypte. On le sait maintenant. C'est aussi intéressant, c'est important dans tout ce qui se passe en ce moment. Donald Trump a affirmé que l'Iran avait demandé un cessez-le-feu, mais que l'Iran l'a nié publiquement. L'Iran maintient qu'il n'acceptera la fin de la guerre que si plusieurs conditions clés sont remplies. Parmi celles-ci, que les États-Unis se retirent de toutes les bases qu'ils ont au Moyen-Orient. C'est donc quelque chose d'assez improbable, n'est-ce pas? Parmi les exigences, il y a aussi les réparations économiques. Ils veulent qu'on les indemnise pour les dommages subis en Iran. Imaginez cela aussi. Ce serait donc compliqué, n'est-ce pas? La Turquie et l'Égypte cherchent des alternatives pour poursuivre les discussions, comme Doha ou Istanbul, parce que celles du Pakistan, clairement, n'ont pas fonctionné. Le rapport montre que la communauté internationale redoute une extension majeure de la guerre régionale. Un jour, le pétrole pourrait finir par exploser et atteindre les $200 ou plus, une probabilité qui serait également énorme. Il y a déjà des conséquences dans toute l'Asie, surtout dans le sud, mais toute l'Asie en subit les conséquences. Où les jours de travail sont passés à 4, où les gens travaillent de chez eux, c'est mieux, où les élèves ne vont plus à l'école, mais suivent des cours en ligne. Éviter de sortir est l'une des priorités en ce moment afin que le carburant soit utilisé pour des choses plus urgentes, essentielles comme le transport de nourriture, le transport de personnes blessées, ce genre de choses. Donc oui, regardez les prix des billets d'avion en ce moment. Ils ont explosé. Cela va affecter le tourisme mondial, cela va affecter de nombreuses entreprises de transport. Les prix vont aussi s'envoler dans ce secteur. Bon, passons à d'autres points également importants.
Tu le crois? Il m'appelle roi maintenant. Tu y crois? Il n'y a pas de roi. Je suis tellement roi que je ne peux même pas avoir l'autorisation pour une salle de bal. Assez incroyable, non? Je suis un roi. Si j'étais un roi, on ferait bien plus. Je fais déjà beaucoup, mais je pourrais faire bien plus si j'étais un roi. Non, si je voulais vraiment être un roi, n'est-ce pas? Si je voulais vraiment être un roi ou un dictateur, peu importe, juste pour donner des ordres tout le temps, eh bien, je serais heureux, non? Non, c'est chaud, c'est vraiment chaud. Mais passons à d'autres détails sur ce qui se passe dans le monde. D'ailleurs, au Liban, ils annoncent déjà des mesures. Le Liban est en colère contre l'Iran et contre le Hezbollah, qui les a encore une fois entraînés dans une extension du conflit avec Israël. Le Liban veut déjà que le Hezbollah parte. Il y a de plus en plus de pression pour que cela arrive, et voici l'une des réactions. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis avec son éminence, le moufti de la République libanaise, le cheikh Abdel Latif Darian, en présence des frères du Forum du dialogue de Beyrouth, où les principes de l'unité nationale ont été réaffirmés, ainsi que la nécessité de protéger l'État et de renforcer ses institutions en cette période délicate. Nous renouvelons notre engagement envers l'État comme la seule référence unificatrice pour tous les Libanais et envers sa souveraineté pleine et entière, loin de toute dualité dans la prise de décision. Nous réaffirmons également notre soutien au processus de réforme du gouvernement et à ses décisions en insistant sur la nécessité de passer immédiatement à la mise en œuvre, car le Liban ne peut plus supporter de nouveaux retards. Le Liban se trouve à un carrefour crucial. Aujourd'hui, le Liban fait face à un défi national décisif où la souveraineté est menacée et la sécurité compromise, ce qui exige des décisions claires et fermes. Notre vision repose sur des principes politiques clairs. Premièrement, concentrer la décision de guerre et de paix uniquement entre les mains de l'État et rejeter toute situation qui entraînerait le Liban dans des conflits contre sa volonté. Et réaffirmer l'application totale des résolutions internationales sans sélectivité, en commençant par la mise en œuvre de l'accord de Taïf et en passant par les résolutions 1559 et 1701 de manière à rendre à l'État sa souveraineté décisionnelle. Deuxièmement, la sécurité de Beyrouth en tant que ville sans armes. Consolider Beyrouth comme une ville entièrement soumise à l'autorité de l'État et libre de toute manifestation armée, par le déploiement de l'armée libanaise et l'établissement total de la sécurité, de manière à garantir la protection des civils et à consolider la stabilité, en commençant par le Beyrouth administratif jusqu'à atteindre le Grand Beyrouth. Troisièmement, la sécurité des interventions, réaffirmer la souveraineté pleine du Liban et rejeter toute violation dans ce contexte. Le non-respect par l'ambassadeur iranien des décisions du gouvernement constitue une offense directe à l'autorité de l'État. C'est pourquoi nous réaffirmons la décision souveraine de lever l'immunité et de rompre les relations diplomatiques avec l'Iran. De même, nous exigeons une enquête immédiate et transparente sur l'entité d'extranjeros al Líbano con pasaporte faux en tenant les personnes impliquées pour responsables. Quatrièmement, l'option de la stabilité. Adopter l'option de la stabilité par le biais de négociations directes avec Israël, selon l'initiative de son Excellence, le président Joseph Aoun, que nous soutenons afin d'atteindre un accord de paix qui préserve l'intérêt et la sécurité du Liban et mette fin de manière définitive au cycle répété de guerre. Elles ont été depuis et par choix de manière à empêcher toute partie d'entraîner le Liban à l'avenir vers des aventures militaires qui ne servent pas l'intérêt national ou à l'impliquer dans des conflits régionaux au profit de tiers. Cinquièmement, gérer la crise des déplacements de population. Une approche juste et équilibrée face à la crise des déplacements de population qui préserve la dignité de tous et évite que ce fardeau ne repose exclusivement sur la capitale. Le Liban est un pays, pas un État. Le Liban fait face à un choix clair. Soit l'État restaure sa souveraineté, son individualité indépendante, soit il continue à payer le prix des conflits des autres. Un pays, une décision, une arme. Merci. Donne le message que transmet l'IVA sur un sujet évidemment clé aussi pour comprendre comment sont exprimés les remerciements.
más de lo que está pasando allí. Donne, en Iran, avec le sauvetage de ce deuxième pilote, qu'est-ce qu'on sait, quelle est la réaction de Donald Trump et quelle est aussi la réaction sur d'autres sujets. Mais en attendant, passons à plusieurs sujets importants, y compris des thèmes scientifiques sur ce qui se passe dans le monde, et aussi des sujets de géopolitique et d'autres conflits qui se produisent. Il y a des conflits qui passent inaperçus, comme ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso, c'est-à-dire un sujet qui est aussi important, évidemment. Peut-être que cela n'influence pas autant d'autres parties du monde, mais c'est évidemment très important. On montre aussi ces images. Ceci est une image d'archive, mais c'est pour voir à quoi ressemble cet avion, celui qui s'est écrasé, le A-10 Warthog. Si vous avez vu comment il tire, écoutons-le. Bon, c'est avec ça qu'ils ont détruit les drones, non? Ou bien ils ont remis ces avions en service pour ce conflit et, eh bien, ils les ont utilisés dans ce but, n'est-ce pas? Un autre sujet qui attire aussi l'attention, c'est, et on y revient tout de suite, j'insiste, avec l'histoire de l'avion du F-15, mais ce qui attire l'attention, c'est ce qui se passe dans le domaine scientifique et avec les tornades, non? D'après ce que rapportent les scientifiques, ils tirent à la sonnette d'alarme parce qu'il y a une zone que j'aimerais... On la voit ici sur la carte, non? Il y a une zone qui, constamment, eh bien, c'est la zone avec le plus de tornades sur la planète, c'est cette région. Si vous regardez ici, il y a quelque chose que le climat d'aujourd'hui m'a aidé à expliquer. Ici, on vit une situation très curieuse. Froid du nord, chaleur du sud. Il se heurte dans cette partie. Et justement, c'est l'un des points nécessaires pour avoir suffisamment de carburant pour les tornades, n'est-ce pas? En moyenne par an, juste pour qu'on comprenne bien le phénomène, il y a entre 150 et 400 tornades dans toute cette zone. Toutes les tornades ne causent pas de dégâts, car la majorité des tornades, se produisent dans des terrains vagues ou dans des zones où il n'y a pas de maison, où il n'y a rien. Mais beaucoup arrivent soudainement en ville. Plusieurs États pourraient être à risque de tornades parce que cette semaine, on s'attend à ce qu'ils le soient. Nous le voyons déjà à l'écran. Les conditions sont intenses, elles sont idéales pour cela. Des millions d'Américains pourraient être en alerte car dans plusieurs États, 8 États d'ailleurs, situés dans les grandes plaines du Sud, le Midwest et la région des Grands Lacs, c'est-à-dire le Texas, l'Oklahoma, le Kansas, le Missouri, l'Illinois, l'Indiana, l'Ohio, le Michigan, entre autres États de la région, risquent d'être touchés par ce phénomène ou ces phénomènes. Soyez attentifs, amis de la région. Beaucoup d'entre vous nous regardent au Texas, en Indiana, en Illinois. La Californie aussi, mais elle n'est pas concernée. Je le précise simplement. Je vous envoie juste un salut, parce que vous êtes nombreux à nous regarder là-bas. Aussi en Floride, qui n'est pas non plus en alerte, mais je vous adresse aussi un grand salut. Alors faites attention à ces États. Par exemple, San Luis, Indianapolis, Milwaukee, Detroit, ce sont des villes qui, avec Chicago, font partie des villes où des tornades sont possibles, non? Eh bien voilà, c'est ça le problème, non? L'alerte est là pour que vous restiez attentifs. Passons à plus d'informations sur ce sauvetage qui est en cours. Sauvetage ou capture, hein? Les États-Unis veulent le sauver, tandis que les Iraniens ou la garde révolutionnaire souhaitent capturer ce soldat. Et le problème, c'est que ça peut devenir encore plus compliqué s'ils arrivent à toucher un hélicoptère. Ils en ont déjà touché un qui a atterri en Irak. Il a dû atterrir en urgence. C'est le 2e ou 3e hélicoptère à atterrir en urgence. En un peu plus d'un mois de guerre, en ces 5 semaines déjà de guerre, non? Eh bien, aujourd'hui, demain ça fera, non? 5 semaines. Demain ça fera 5 semaines. Donc pratiquement 5 semaines de guerre, non? On observe l'image suivante. Entrons dans le détail. D'après les rapports, voici l'image où des Iraniens armés fouillent la province du Khouzistan à la recherche du pilote américain disparu qui s'est éjecté d'un F-15 plus tôt. Les États-Unis ont secouru l'un d'eux, tandis que l'autre reste porté disparu. D'après ce qu'ils rapportent, n'est-ce pas, donc ce F-15, eh bien, il aurait
Oups. Il aurait un problème. Voyons, jusqu'où cela peut-il aller? De l'endroit où l'avion est tombé, d'où les débris sont tombés, jusqu'où la chute pourrait-elle s'étendre? Le parachute avec le siège et tout ça, je ne pense pas que ce soit beaucoup, non? C'est-à-dire ça aussi, bon, c'est important de le comprendre. Parce qu'en général, on les entraîne, on donne même certaines indications aux pilotes sur la tenue à porter sous la combinaison pour qu'ils puissent se camoufler. Une fois au sol, ils se changent, se camouflent vite et passent inaperçus. On leur fournit aussi des infos sur la culture locale et le fonctionnement là-bas. C'est pour qu'ils puissent s'adapter et passer inaperçus pendant qu'on les sauve. Merci. C'est incroyable. On voit ces gens qui sont là, on dirait vraiment des gens du village. On ne dirait pas des membres de la garde révolutionnaire. Mais oui, c'est aussi un sujet important. Donc il y a deux types de... Bon, il y en a plus, mais deux types de F-15, ce sont les F-15 qui n'ont qu'un seul pilote. Que son los F-15A, F-15C. Et puis il y a les F-15 Strike Eagle, comme celui qui s'est écrasé, qui ont deux pilotes. N'est-ce pas? Ou le F-15B, mais celui-là est pour l'entraînement. Donc il y a le F-15BT, il y a le B et le D, qui ont deux pilotes, mais ils servent à l'entraînement. Et celui-ci, qui est le F-11E Strike Eagle, qui a deux pilotes, d'après ce qui est rapporté. Et bon, eh bien, nous resterons de toute façon attentifs au rapport que va publier... Mince, j'ai oublié son nom en ce moment. Cet ingénieur aéronautique qui est ici sur YouTube, un Espagnol. Sa chaîne est très bonne, bien sûr. Je suis abonné à sa chaîne. Et, eh bien, c'est une bonne source parce qu'il a beaucoup de données techniques sur les avions, n'est-ce pas? C'est son domaine d'expertise. Et, eh bien, c'est toujours important de l'avoir, n'est-ce pas? Donc, bon, on va sûrement le vérifier tout à l'heure, et il y aura sûrement un rapport de sa part concernant la partie technique sur le fonctionnement de l'éjection. À mon avis, s'il n'a pas été bien relâché, il est hors service. Adrien, c'est dangereux. Le départ à ces moments-là, lorsque l'avion ou ce siège est éjecté, peut même te briser la colonne vertébrale à cause de la force qu'il a. C'est pourquoi, évidemment, ces sauvetages sont impressionnants et dangereux. Même l'éjection en elle-même, bien qu'il fasse beaucoup d'exercices et s'entraîne pour ça, la simple éjection, si elle te prend mal ou si tu as un problème, Te puede dejar ya inhabilitado. c'est-à-dire peu de pilotes peuvent reprendre leur activité après avoir sauté de ces sièges quand ils sautent de ces sièges. Donc oui, c'est un sujet qui comporte aussi ces risques, mais en effet, je trouve que s'ils l'avaient déjà, ils seraient déjà en train de le présenter. Je parle des Iraniens, bien sûr. Maintenant, c'est une zone montagneuse, donc il est tout à fait possible qu'il soit caché quelque part là-bas en attendant son sauvetage. Y yo pienso que Avec la technologie actuelle, j'imagine qu'il peut envoyer un signal pour indiquer sa position. Cela en supposant qu'il n'y ait pas eu de panne ou que le signal n'ait pas été affecté. Mais le point, c'est que le sauvetage, eh bien maintenant, j'insiste, jusqu'où peut aller la chute d'une personne comme ça, où ça ne peut pas être trop loin. Je veux dire non. Je vois des images de montagnes, des images de petits villages, des images de villes. Donc jusqu'où va s'étendre l'opération de recherche et de sauvetage? Cela fait déjà des heures. Ce sujet attire beaucoup l'attention. Bon, qu'est-ce qu'on sait? Il y a plus de détails sur ce qui se passe à ce sujet. Alors passons à quelques points importants. Merci. bueno, seguro que De rassembler ce qui apparaît et selon ce qui est rapporté concernant ce F-Queen Strike, n'est-ce pas? D'après ce qui est rapporté, il y a plus d'informations sur la façon dont tout cela s'est produit. L'avion, eh bien, avait 2 membres d'équipage. Au moins l'un d'entre eux a été secouru immédiatement, presque immédiatement, par les forces américaines à l'aide d'un hélicoptère. La garde révolutionnaire d'Iran a affirmé qu'elle avait abattu l'avion dans une zone centrale du pays. Selon eux, d'après les réseaux sociaux, les médias d'État et les sionistes, ils ont également diffusé des images d'hélicoptères Black Hawk et d'un avion C-130 volant à basse altitude. L'incident a aussi eu lieu à côté d'un autre avion. En somme, 2 avions ont été abattus. Pour le second, il n'est pas clair s'il a été abattu ou si c'est un accident ou de ce qui s'est passé exactement.
Pour le F-15, il a apparemment bien été abattu. L'Adix tombé dans le détroit d'Ormuz, le pilote a été secouru immédiatement. Cet appareil n'avait qu'un pilote. Le F-15 avait 2 pilotes. Donc en réalité, ce sont 2 pilotes qui ont été secourus, un de l'Adix et un du F-15, et il en manque encore un. Le fait qu'il ait été abattu contredit également les déclarations du commandement militaire américain qui affirmait qu'ils avaient la supériorité, ce qu'ils appelaient la supériorité aérienne totale sur l'Iran. Eh bien, quand on n'a plus d'options ou qu'on ne peut plus faire décoller les avions, alors on parle de cette supériorité totale. Plusieurs émissions affirmaient qu'ils n'avaient pas encore atteint ce stade. Ils dominaient totalement certaines régions, mais pas l'ensemble de l'Iran. Et je pense que cela le confirme, c'est-à-dire qu'ils ont bien une supériorité totale dans certaines zones, mais pas dans toutes les régions. Même ce qui s'est passé en Irak, qui de toute évidence laisse aussi penser que l'appareil a été abattu, même si on parle d'un accident, mais honnêtement ça ressemble plus à un abattage. Mais bon, on va voir ce qui sera dit plus tard. Selon les rapports précédents, au moins 16 drones MQ-9 ont également été perdus, ce qui là aussi signifie qu'ils ont été abattus. C'est-à-dire 16 MQ-9 ont été abattus. Ce sont des drones assez grands que les Iraniens ont également abattus. Donc voilà, ça aussi, ça reste un problème. Il y a aussi eu d'autres F-15 qui ont été attaqués par le Koweït, vous vous souvenez, c'était tout au début de la guerre. 2 F-15 sont tombés parce que, soi-disant, le Koweït a tiré dessus par erreur. C'est un autre sujet qui avait aussi attiré l'attention à l'époque. Mais bon, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent ? Eh bien, on a vu des images de sauvetage dans la rue avec des hélicoptères. L'un des hélicoptères a déjà dû revenir parce qu'on lui a aussi tiré dessus. Il a dû atterrir d'urgence en Irak, d'après les rapports, sans avoir secouru personne. Et un autre, tu sais quoi ? Ça me rappelle aussi l'affaire Black Hawk Down, l'affaire qui s'est produite là-bas en Somalie. Je dis Black Hawk Down car c'est le titre du film fait en hommage à cette situation. Vous vous souvenez ? Un film incroyable parce que un Black Hawk s'écrase au milieu d'une ville et toute l'opération de sauvetage se complique. Dans ces endroits, le sauvetage peut devenir très compliqué parce qu'il faut se rappeler qu'il y a beaucoup de groupes armés et radicalisés et tout ça. Donc oui, c'est vraiment impressionnant. Là, on en voit un autre. C'est un avion qui surprend parce que c'est un C-130. Ils ne précisent pas toujours leur altitude, mais parfois on voit sur des images qu'elle n'est pas très élevée. Peut-être quelques centaines de mètres peut-être. Ce Hidalgo, n'est-ce pas ? Il s'appelle comme ça, c'est son nom de famille. Celui dont je vous parle, l'ingénieur en aéronautique qui a ici une chaîne d'aviation, n'est-ce pas ? Oui, toujours très bon. Ses commentaires sont toujours très détaillés. Mais regardez bien, c'est vraiment près du sol, hein. Évidemment, cela doit aussi être une question de stratégie et parce qu'il faut les chercher au plus près du sol, non ? Là, eh bien, il y a aussi cette image que nous avons vue tout à l'heure où un de ces avions, un C-130, ravitaille les hélicoptères. Regardez, ils sont connectés. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Là, ce sont comme des tuyaux supplémentaires qu'ils ont, non ? Je ne sais pas si c'est correct de les appeler des tuyaux, mais bon, ces tubes ou tuyaux qui transfèrent le carburant de l'avion vers les hélicoptères, non. Ça aussi, c'est vraiment intéressant à observer. Et bon, une autre des images dont je vous parlais, qui était à l'intérieur du territoire, c'est-à-dire à l'intérieur des villages de la région, on voit cet avion qui circule. Voyons si on peut le voir là. Le voilà. Ce sont des images qui sont très tremblantes. Vous savez comment c'est, mais bon, passons à plus de détails sur ce qui se passe. En attendant, pendant que nous mettons cela à jour, laissez-moi vous parler de quelques détails sur ce qui se passe. L'Argentine a désigné la garde révolutionnaire iranienne comme un groupe terroriste, ce qui entraîne davantage de sanctions financières contre ce groupe radical. Enfin, cette armée, parce que celle-ci est vraiment, c'est-à-dire, à la différence du Hezbollah qui a commencé précisément comme un groupe terroriste, celle-ci a commencé comme une armée de l'ayatollah, n'est-ce pas ? Puis, elle a commis des actes terroristes dans divers endroits du monde. Et maintenant, plusieurs pays les ont déjà désignés.
que ce groupe n'est donc pas une armée à proprement parler, mais qu'il agit aussi comme un acteur qui encourage et qui, activement, commet et génère du terrorisme. C'est-à-dire, il ne se contente pas seulement de financer des groupes, mais il passe lui-même à l'action, entraîne des groupes et prépare, disons, des attaques. Cette mesure découle d'enquêtes que l'Argentine mène depuis des décennies. Ce n'est pas une question parce qu'ils le disent. Ce n'est pas une question de Javier Milei. Ce n'est pas une question de Javier Milei, c'est un sujet qui fait l'objet d'enquêtes depuis des décennies. Il faut rappeler qu'en 1992, l'ambassade d'Israël a été attaquée à la bombe à Buenos Aires, ce qui a fait 29 morts et 200 blessés. Et ensuite une attaque en 1994 également contre un centre juif à Lamilla qui a fait 85 morts et 300 blessés. L'Argentine a donc été frappée à plusieurs reprises par le Hezbollah, mais aussi parce qu'il était entraîné par la même garde révolutionnaire. Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est ce que nous avons vu avec ce bateau de pêche, qui a été repéré tout près du détroit d'Ormuz, et je le montre maintenant parce qu'il est rapporté que ce cargo du golfe Persique dans le détroit d'Ormuz vient de passer sans problème, appartenant à une compagnie maritime française, ou plutôt à une compagnie maritime française. C'est-à-dire, selon le porte-conteneur, c'est SBAC GM, SA SBAC CGM, SBAC GM, SCGM, SBAC GM, SBAC. La stratégie d'Emmanuel Macron, dans ce cas, de ne pas s'impliquer dans le conflit, eh bien, cela lui profite peut-être. Le résultat, qui sait, je ne sais pas, mais au moins c'est un navire qui vient de passer. Le sien, ils vont sûrement signaler le porte-conteneur CSMC GM. Il navigue sous pavillon maltais, mais est enregistré comme propriété française. Et bon, certains rapportent que sa cargaison était moindre, qu'il n'en avait pas beaucoup, il ne transportait pas beaucoup de cargaison, non ? B. C'est aussi une partie importante. Donald Trump insiste également aujourd'hui, le président des États-Unis. Il affirme, sans donner beaucoup de détails, qu'ils vont ouvrir le détroit d'Ormuz dans quelques jours. C'est ce qu'ils disent. Qu'ils vont, obtenir le pétrole et qu'ils vont faire une fortune avec ça, affirme-t-il lui-même. Tout un sujet, surtout à ce stade où nous en sommes maintenant. Ça ne convainc pas. Tant qu'on ne voit rien, CG n'est pas, donc on verra bien. Je ne sais pas si c'est possible ou non, honnêtement ça semble très compliqué, on va voir. Il travaille sur l'accord, non? Où en est-il? Le grand accord avance? Tout va bien, monsieur. Il devrait l'annoncer. Tu vois ce qui va arriver? Mais nous allons aussi l'informer. Donc si ça n'arrive pas, je rejette la faute sur J.D. Vance. Oui, si ça arrive, j'en prends tout le mérite. Non, je pense que ça doit l'arriver. Je pense qu'ils sont désespérés. C'est ce que je disais hier, vous vous souvenez? Cette vidéo avait déjà été montrée, non? Bon, ça ne semble plus aussi... cet enregistrement aussi, non. Parce qu'hier, ils s'en vantaient vraiment. Ils sont sur le point de négocier. Ils sont désespérés. Aujourd'hui, c'était le bon jour, non? Pour savoir ce qui allait se passer. Chose qui, évidemment, n'est pas arrivée. Du moins pour l'instant, il ne semble pas qu'il y ait de changement à ce sujet. Passons donc à d'autres sujets, non? Voyons ce qui se passe sur d'autres sujets. Laissez-moi juste vous parler d'un sujet scientifique. Et ensuite, on passe à autre chose, n'est-ce pas? L'équipage d'Artemis II affirme avoir reçu un message d'avertissement très sérieux lorsque leur vaisseau spatial a dépassé le point de non-retour de son voyage vers la Lune. Dans la capsule Orion, avec les astronautes Red Wiseman, Christina Koch, Victor Roble et Jeremy Hansen, ils ont déjà effectué la manœuvre qui les dirige vers la Lune et ils sont maintenant au point de non-retour. Et c'est une partie de ce que nous allons observer, sûrement dans les prochains jours. Hier, ils ont atteint une altitude de 70 000 km. C'était un record de distance en orbite. On avait déjà orbité à des distances plus courtes. Cette fois-ci, ils ont orbité autour de la Terre à une plus grande distance. Ça aussi, c'était un record dont nous vous avons parlé hier.
Le lancement de mercredi soir a marqué le début d'un voyage de 685 000 miles, soit environ 1,1 million de kilomètres, ce qu'ils vont parcourir. Pas de la Terre à la Lune, ce n'est pas le sujet. Nous allons observer comment cela se passe au 6e jour du vol. Et il va atteindre son point le plus éloigné de la Terre en naviguant. Eh bien, ça, je ne sais même plus combien de kilomètres ça va faire, mais disons d'ici à la Lune et un peu au-delà de la Lune pour faire un tour et revenir. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attendait. Bon, voyons, il se passe quelque chose. Des scientifiques ont disparu, ils sont retrouvés sans vie. Un ancien chef du FBI tire la sonnette d'alarme parce qu'il pourrait y avoir de l'espionnage ou autre chose. Il y a un général à la retraite qui a disparu aux États-Unis. Tu te souviens. Mais en plus de cela, on sait maintenant que plusieurs docteurs et scientifiques ont également disparu. Ils considèrent déjà cela comme un tout. Non, ce ne sont pas des coïncidences. Sinon, c'est quelque chose qui se passe et qui inquiète le FBI, qui assure déjà qu'il va enquêter, n'est-ce pas? Alors, allons dans le détail, voyons ce qui se passe, et dans tous les cas, voyons s'il n'y a pas un quelconque type de problème d'un autre ordre, non? Il signale des disparitions et des morts d'experts en technologie sensible, déclenchant l'alerte de sécurité nationale des États-Unis. Les États-Unis enquêtent sur ce qu'ils affirment être une inquiétante série de disparitions et de décès de scientifiques liés, surtout à 3 choses. La technologie militaire, la technologie nucléaire et la technologie spatiale. Ce sont, disons, les deux. Les deux situations où l'on essaie actuellement de comprendre ce qui se passe. Merci. Selon un ancien haut responsable du FBI, il avertit qu'il faudrait mener une opération d'espionnage international pour voler des secrets de sécurité nationale. En moins d'1 an, ils ont disparu sans laisser de traces. Un général de l'armée de l'air, des scientifiques de la NASA et des employés de laboratoires nucléaires. Tous avaient accès à des informations hautement sensibles sur les missiles, l'énergie nucléaire, la propulsion spatiale et la technologie militaire. L'ancien fonctionnaire du FBI affirme que, pendant des décennies, des pays rivaux ont tenté de voler la technologie ou d'éliminer ceux qui la possèdent, les pays qui pourraient être derrière cela. Ce seraient l'Iran, la Russie, la Corée du Nord, le Pakistan, l'Inde, il mentionne même la Chine. Certains scientifiques auraient été éliminés, chez eux. D'autres ont disparu en marchant ou en faisant de la randonnée et n'ont jamais été revus. L'un des scientifiques éliminés travaillait sur l'énergie de fusion nucléaire. Une technologie qui pourrait changer l'équilibre énergétique de la planète. Vous vous souvenez de cette affaire? C'est complètement fou. Un autre scientifique travaillait sur des systèmes infrarouges utilisés pour traquer missiles hypersoniques et satellites militaires. Les autorités locales enquêtent sur eux. Les autorités locales enquêtent sur eux séparément, mais ces personnes devraient peut-être, selon moi, bénéficier d'une surveillance ou d'une protection différente. Par rapport à d'autres types de scientifiques qui ne sont peut-être pas aussi importants d'un point de vue stratégique ou militaire, n'est-ce pas? Mais ces personnes-là, eh bien, il est frappant de voir qu'ils disparaissent aussi facilement, et aujourd'hui c'est le cas aux États-Unis, mais cela doit aussi se produire dans d'autres régions. Sûrement pas, mais bon, c'est comme ça. Passons à d'autres sujets importants. L'opposition cubaine exige de la transparence après l'annonce de la grâce de plus de 2100 prisonniers. Je trouve que c'est... Ils ont accordé la grâce aujourd'hui car c'est le vendredi saint.
Ils ont gracié plus de 2000 prisonniers politiques. La dictature a annoncé la plus grande libération de prisonniers depuis plus de 10 ans, selon les rapports. Cela serait aussi donc pour bien paraître auprès de Donald Trump, qui a exercé des pressions sur l'île. Ils assurent qu'il s'agit d'un geste humanitaire. 2010, pas 2100, 2010 prisonniers seraient donc concernés, eh bien, cette décision serait liée à la Semaine Sainte. La nouvelle, présentée par la télévision d'État, représente la plus grande libération annoncée par la dictature depuis l'île en plus de 10 ans. Cependant, le manque de transparence concernant les bénéficiaires et les critères de sélection, ainsi que l'exclusion explicite, selon eux, des délits habituellement imputés aux opposants. Eh bien, c'est ça. C'est un sujet, je ne sais pas, au moins une tentative du régime de redorer son image dans ce sens. Nous reviendrons. Si cela fonctionne pour eux comme stratégie, en tout cas, cela a au moins donné un peu de répit, hein. Cuba, en ce moment, grâce au pétrole qu'ils ont reçu, 100 000 barils de pétrole qui seraient arrivés aux Cubains. En ce moment. Espérons que cela arrive vraiment à la population, non? Allons maintenant à d'autres sujets également importants. On signale actuellement de multiples offensives d'Israël contre le Hezbollah au Liban. Les cibles seraient donc non seulement le régime d'Iran, merci. Avec la majorité des opérateurs du Hezbollah, cela au Liban, j'insiste. Les forces de défense, les FDI, assurent qu'elles renforcent le contrôle du sud du fleuve Litani et cherchent également à détruire toute l'infrastructure du Hezbollah. À Beyrouth, c'est-à-dire que les attaques se concentrent principalement dans cette zone, mais certaines d'entre elles ont également lieu dans la partie sud de Beyrouth. Un sujet qui attire également l'attention cette semaine. Cette même semaine, la Chine a annoncé Una crítica fuerte hacia dans laquelle la Chine disait qu'il ne fallait plus attaquer le Liban, qu'il ne fallait pas que cela devienne une autre Gaza, c'est ce que disait la Chine. Ce qui m'interpelle, c'est qu'elle n'a pas critiqué le Hezbollah. On dit, si tu critiques la Chine, critique aussi le Hezbollah, puisqu'ils ont été impliqués. Ils tirent sans cesse des roquettes sur des zones civiles. Dès le début de la guerre avec l'Iran, ils ont lancé des roquettes. Le jour où ils m'ont attaqué, c'était 150 roquettes ou 200 problèmes humains. Un autre jour avec plus d'une centaine de roquettes, puis plusieurs jours très intenses. Pendant ce temps, en parlant de la Chine, la purge de Xi Jinping continue également, cette purge qui vise le Parti communiste. Qu'il s'agisse des soldats, merci. Membre éminent du Politburo, il est certain qu'il rend compte. On sait que l'enquête implique Ma Qiangru, qui a déjà occupé des postes très importants, notamment dans le domaine de l'énergie. D'ailleurs, en parlant de ce qui se passe en ce moment avec les problèmes énergétiques mondiaux, surtout en ce qui concerne la Chine, le Japon et la Corée. Eh bien, en ce moment, ils procèdent aussi à des opérations de nettoyage, pour ainsi dire, contre les politiciens impliqués dans le secteur de l'énergie. Passons aux détails de ce que l'on sait. Le Parti communiste chinois enquête sur une personne nommée Ma Qiangru. Il est membre du Politburo. no, a Polibro, obviamente, por violencia. Pour de graves violations de la discipline et de la loi, selon les rapports. Cela ne nous surprend pas dans le sens où ce mouvement a lieu, surtout maintenant que la question énergétique est clairement en train de créer des problèmes dans ce pays. Voici l'individu qui fait l'objet d'une enquête. Selon les rapports, l'enquête a été menée par la Commission centrale de contrôle de la discipline et la Commission nationale de supervision, l'organisme anticorruption du régime. En gros. Avec cette affaire, cela fait déjà 3 membres de la haute direction qui sont enquêtés cette année, ce qui montrerait une purge interne au plus haut niveau du pouvoir. Parmi les personnes enquêtées, il y a aussi des hauts gradés militaires, ce qui indique que l'épuration politique touche également d'autres domaines. Ce n'est pas seulement l'armée, pas seulement la sphère politique, mais cela est en train de s'étendre. Ce personnage n'était pas un politicien ordinaire, il était ingénieur aérospatial, il a dirigé l'agence spatiale chinoise, il avait aussi été une autorité importante dans le domaine de l'énergie atomique, un personnage très puissant. Il a également été gouverneur Kingdom et chef du parti de Jensen. Bref, ce personnage était vraiment impliqué dans la technologie.
où ils se sentent concernés, car c'est le centre de la technologie pour la Chine, c'est-à-dire au moins l'un des centres technologiques les plus importants de Chine. Il fait aussi l'objet d'une enquête, mais rien n'a été décidé sur une possible incarcération, contrairement à d'autres. En attendant, nous allons discuter un peu pendant que nous faisons à nouveau le point sur ce qui se passe avec le F-15 et avec ce sauvetage, vraiment incroyable, d'un pilote. Un grand salut à toute la communauté qui arrive. Si tu viens d'arriver, s'il te plaît, mets un like, laisse ton commentaire en nous disant d'où tu nous écoutes, et nous serons ravis de lire ton commentaire ici. Nous allons également entrer dans les détails de tout ce qui se passera d'ici à la fin du direct, ou de ce que vous savez qui se passe concernant ce pilote, et de toutes les réactions qui ont lieu dans le monde, parce qu'il y a déjà plusieurs pays qui réagissent dans ce sens. Laissez-moi donc simplement ouvrir le chat ici, et s'il vous plaît, commentez aussi, recommandez la chaîne, partagez-la, en gros c'est comme ça qu'on procède. Pour soutenir la chaîne, si vous le souhaitez, évidemment à travers un super chat, c'est aussi bien sûr apprécié. Salutations Roble, comment vas-tu? Dominga, comment vas-tu? Un grand salut à toute la communauté qui nous regarde depuis l'Europe. Merci beaucoup. Nous savons que la communauté se connecte aussi depuis l'Asie, le Moyen-Orient, pas seulement l'Europe, la Californie. Comment vas-tu, José Saraté? Salut Béatrice, comment vas-tu? Je veux, c'est ce qu'on dit par là. Arrête. Oui, ils disent ce que je vois des salutations, comme comment tu vas, très bien. Julien, salutations d'Espagne, super, comment va Nova, comment ça va? Salut à toi, Yvan Manuel, un énorme salut, Panterita. Qui d'autre? Béatrice, comment tu vas? Énorme salutations, merci beaucoup Béatrice Son Garcia. Certains dirigeants évoquent récemment des changements sur la liberté, les droits, la souveraineté et la protection, ce qui inquiète car cela semble cacher de l'élitisme. Peu à peu, ils deviennent plus répressifs, dit-il. Salutations Sol, comment vas-tu? Les guerres sont un business très important pour l'élite, dit Eunice. Comment vas-tu, Eunice? Très bien. Depuis mon fauteuil, je dis salutations Caribel, comment vas-tu? Salutations Marie-Hélène aussi, salutations jusqu'à Tehuacan, Puebla, j'espère que tout va bien là-bas. Salutations jusqu'à Tehuacan, c'est un plaisir de pouvoir te voir. Salutations à ta famille. Il dit, non Robin, comment vas-tu? Salutations. Il dit, Dieu, laisse ses pilotes. Salutations, comment vas-tu Robin? Qui doit prendre son jour de repos aujourd'hui? Merci beaucoup de les accompagner, surtout pendant ce vendredi saint. Et lui, c'est lui. Entre aujourd'hui et demain, il pleut souvent, avez-vous remarqué? On dirait un moment particulier. Le temps s'y prête et je ris car ça se couvre encore. Il dit « Salut Pépé, ici tout va bien ». Tokayo dit « Je prépare le repas pour mes enfants en vacances. C'est super, il faut en profiter. C'est génial. » Qu'ils puissent être là à partager, à discuter. Plus tard, on verra ce qu'on fait, je ne sais pas si ce sera aujourd'hui ou demain, une sortie dans des endroits où il n'y a pas trop de monde. Sortir de la ville parce que c'est tout, il n'y a pas de circulation. Monterrey est bien en ce moment, c'est sympa, mais toutes les sorties sont comme ça parce que les gens vont pique-niquer ou vont faire un tour sur la route, non? Donc voilà le problème. Très bien, salutations Caribel, comment vas-tu? Dit Roble. Ils ont déjà trouvé un pilote et oui, on en a déjà parlé. Salutations El Liceo. Super, merci, salutations Tona, comment vas-tu? Quoi de neuf? Et oui, ils y vont, pas en courant, mais beaucoup de commerces sont fermés. Dit Panterita, dit Caribel, en attendant la deuxième partie de la Passion du Christ pour 2027, c'est vrai, il va la sortir là-bas. Ce Mel Gibson, vraiment, quel fou! Et Robbie et Marx, comment ça va? Salutations depuis les États-Unis, super Robbie, quoi de neuf? Comment ça va là-bas? Voyons ce qu'il dit. Ok, voyons, ici il y a une information incroyable, allons-y. Il n'y a pas beaucoup d'informations, mais c'est un fait incroyable qu'Astrid est déjà en train de me confirmer. Allons dans les détails.
Selon ce que rapportent les autorités en ce moment, les États-Unis lancent un appel urgent. Qu'ils quittent le Liban, d'après ce qui est rapporté, ils demandent cela, d'après ce que je comprends, c'est le département d'État. Nous allons voir si maintenant nous pouvons déjà voir une publication de leur part. Mais ils demandent de quitter le Liban, ils voient quelque chose. Et donc ils demandent essentiellement de partir, n'est-ce pas? C'est-à-dire, cela aussi évidemment. C'est important, non? Il se passe quelque chose par là, non? Nous allons rester attentifs à ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'ils voient au Liban pour que les Américains disent maintenant d'évacuer là-bas, je veux dire? Je comprends parfaitement pour l'Irak, vu la gravité de la situation en Irak. Mais qu'est-ce qu'ils voient aussi au Liban pour donner ce rapport? Non, attention, aussi à cette autre partie, non. Ils rapportent sûrement lors d'une interview téléphonique avec le président Trump. Il a refusé de parler des détails et a exprimé sa frustration face à la couverture des opérations de recherche et de sauvetage, après l'abattage d'un F-15 Strike Eagle américain au sud de l'Iran. À la question sur l'impact des événements actuels sur les négociations avec l'Iran, le président a répondu « Bon, Sita, non pas du tout. Ce n'est pas la guerre, nous sommes en guerre, c'est-à-dire qu'en dépit de la chute et de l'abattage de l'avion, cela n'affecterait pas les négociations, dit Trump. Nous sommes en guerre, pas que j'espérais que non. C'est-à-dire, en gros, il dit non, c'est la guerre, nous sommes en guerre, donc ça n'affecte pas. Détail de la recherche et du sauvetage. Abattage d'un, il y a un certain niveau, disons, d'intérêt, on ne va pas dire qu'il y a déjà des négociations, mais c'est aussi important. Au fait, il y en a 1000. Poutine et Erdogan demandent un cessez-le-feu au milieu, a répondu pas du tout. Sobre todo que lo pida Vladimir Putin. C'est en guerre, c'est-à-dire qu'en dépit de la chute et de l'abattage, cela n'est pas loin de se produire. Cette fois-ci, ces négociations avec l'Iran, Recep Tayyip Erdogan lui-même et Vladimir Poutine lui-même avaient lancé un message commun, pas absoluto. Après la chute de l'avion, le président a répondu en maintenant ses positions, assurant qu'il est urgent d'obtenir un cessez-le-feu dès que possible. Il a été souligné que l'intensification des actions militaires entraîne de graves conséquences non seulement au niveau régional, mais aussi au niveau mondial. Ce qui, eh bien, évidemment, est déjà visible, n'est-ce pas? C'est donc très, très évident, n'est-ce pas? C'est-à-dire, s'il s'appuie sur l'abattage de l'avion, cela n'affecterait pas? Nous allons essayer de traiter tout cela. En attendant, nous continuons d'attendre plus d'informations. Il n'y a pas encore de détails sur ce qui est arrivé à ce pilote. D'ailleurs, cette image circule. Cette image serait, d'après ce que je comprends, en Chine. C'est une région qui s'appelle Guizhou. Quoi qu'il en soit, malgré la chute, c'est la quantité de glace qui serait tombée, ce qui semble indiquer que l'abattage de l'avion ne serait pas affecté. L'Iran a répondu non, absolument pas. C'est dans la... Ces accumulations, disons, Pal. tout, ils ont tout sorti pour pouvoir enlever un peu de glace des routes à Guyang. Pas de négociation, il a répondu non, absolument pas. Au portière de la voiture, la pluie mêlée de grêle et de vent fort a empiré la situation. C'est celle dans laquelle l'abattage de l'avion n'affecterait pas les négociations. Le président iranien a répondu absolument pas. Ce que montrent déjà certaines images, cela aussi est important. Si vous avez vu hier, Oh, ha ido circulando una imagen. nous allons le donner à Roban, évidemment. Ils montrent cette image, ils ont publié cette image. Tout cela est fait avec de l'IA, évidemment de façon cinématographique, dans le style de ces films à la Bruce Lee, Kung Fu et tout ce genre. Mais c'est que, malgré la chute et le fait que l'avion ait été abattu, des négociations, c'est-à-dire non, que de la... Et non, que la chute, le fait que l'avion ait été abattu, l'Iran a répondu non. Et ensuite, on suppose que ce sont les Perses, donc que c'est l'Iran, n'est-ce pas?
Et alors il lance cette flèche, je ne sais pas ce que c'est. Ouais. S'il ne veut pas d'un accord, il le rompt, peu importe lequel. Et alors le petit chat lui fait son commentaire, et ils commencent à se battre, ou ils font semblant de se battre là, non? À un moment, ils commencent à se battre, et d'autres personnages apparaissent aussi. Ça devient vraiment fou, non? La vérité, c'est que c'est drôle, mais c'est comme ça que les médias d'État chinois ont publié une vidéo d'animation à son sujet. Voilà, c'est une partie du moment de ce qu'il dit, parce que c'est censé représenter les médias, c'est comme, avec les médias. Sinon, la guerre. Nous gagnons et tout va vers le haut, et sinon, non, nous perdons et tout va vers le bas. Et voilà, c'est comme ça que la guerre se passe, non? Un jour, nous gagnons et le pétrole baisse, les actions montent, nous allons perdre. C'est-à-dire, selon comment ça se passe, eh bien, les réactions des marchés, tout ça a été effacé. Eh bien, les Chinois, à travers cette image qui, vous savez, devient super intense, j'insiste, tout avec elle, et là, ça se termine, non? Voilà, parmi les choses curieuses qui se sont passées aussi, eh bien. Une autre des images qui attire l'attention, c'est une image prise par Artémis. La dernière image de la Terre prise par Artémis, c'est celle-ci. Si nous pouvons la voir en entier. Voyons si elles sont là, voilà, regardez, c'est tout bon, ici c'est là. C'est le vaisseau spatial que nous partageons tous et dans lequel nous voyageons à grande vitesse. Et la Terre prise de la Terre, quoi? Mais bon, au final, c'est notre vaisseau dans lequel nous avons vécu toute notre vie. Eh bien, au moins la plupart d'entre nous. Peut-être que certains non, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont nés sur une autre planète. Mais bon, aussi. Une autre image curieuse, c'est ce groupe de capybaras qui est apparu sur une route, toute la famille traversant ensemble, et tout le monde s'arrêtant pour laisser passer cette famille de capybaras, n'est-ce pas? Aussi, eh bien, une image curieuse. Une autre image étrange d'aujourd'hui, c'est celle où un individu, sorti de nulle part, entre dans la rue. Ça, c'est là-bas à Tokyo, au Japon, et il commence à jeter un liquide dans la rue. Vous voyez, c'est du carburant. C'est du carburant. Je ne sais pas ce qu'il essayait de faire. Il fait comme une sorte de forme avec le liquide et soudain, il met le feu à cette forme, non. Regardez-moi ça. Heureusement, pas d'accident. Les voitures s'en fichaient et passaient comme d'habitude. Ils sont pressés, non? Ils continuent comme si de rien n'était, mais le carburant reste évidemment dangereux. Ça peut enflammer une voiture, n'importe quoi, n'importe quel véhicule. On ne sait pas si c'était un message ou de quoi il s'agissait, mais c'est évidemment dangereux. Oui, ça l'est, non? Évidemment. Le métro là-bas à Moscou est aussi en panne. Ils ont dû ouvrir la porte à tous les voyageurs parce que les cartes ne fonctionnaient pas. Elles ne marchaient pas. Et donc pour l'instant, le métro était gratuit là-bas à Moscou parce que les tourniquets ne fonctionnaient pas, parce que pas. On observe aussi cette image, selon ce que l'on voit, cela au milieu d'une série de meetings politiques où Viktor Orban, soutenu par la Russie, avait été hué. Il a de nouveau été confronté à des chants de la population où les gens criaient « que les Russes aillent en se faire foutre », disaient-ils dans une ville de... Snobatelli. Il ne s'adresse pas vraiment aux Russes ou à la population, mais aux politiciens cherchant à influencer la Hongrie, Viktor Orban, et ainsi les élections à venir en Hongrie, n'est-ce pas? C'est pourquoi les gens étaient en colère et chantaient ainsi. Eh bien, c'est une partie de ce qui se passe dans cette région du monde. En attendant, allons-y. Les commentaires, je crois que nous avons un autre rapport, mais avant toute autre chose, il semble qu'il y ait ici quelque chose qui dit ce qui suit. Voyons voir. Ça dit ce qui suit, voyons voir. Passons au rapport. Il y a une mise à jour sur ce qui se passe en Iran. 2 hélicoptères américains ont été touchés par des tirs iraniens. Attention à cela, on savait qu'il y en avait un. Maintenant, ce sont 2 hélicoptères qui auraient été touchés par des tirs de l'Iran contre des hélicoptères américains.
Cela s'est produit pendant les opérations de sauvetage, l'équipage est sain et sauf, ils ont réussi à être secourus maintenant, ou bien ils ont réussi à s'échapper. Je ne sais pas s'ils ont été touchés, mais il est possible qu'ils aient réussi à atterrir. Au moins un, c'est-à-dire si c'était le deuxième, je ne sais pas si l'avion s'est complètement écrasé ou non. Ce sont apparemment des hélicoptères Black Hawk, Black Hawk, oui bon, c'est l'hélicoptère Black Hawk. Black Hawk, les Tomahawks sont des missiles. Hélicoptère Black Hawk. Apparemment parce qu'il existe des versions selon lesquelles c'était d'autres types d'hélicoptères, mais le fait est que ceux que nous avons vus tout à l'heure, eh bien, c'était des Black Hawk. Voilà. Ils participaient à des opérations de recherche et de sauvetage d'un avion de chasse F-15 abattu précédemment, ce dont nous avons déjà parlé. L'affaire, c'est que les opérations ABC News, cela est bien sur la base du fait que des sources militaires auraient indiqué cela à ce média. D'un autre côté, le Qatar se montre réticent à diriger une médiation pour un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran. D'après le Wall Street Journal, le Qatar refuse de jouer le rôle de médiateur. Le Qatar résiste à la pression des États-Unis et des pays de la région pour agir comme principal médiateur dans les éventuelles discussions de cessez-le-feu avec l'Iran, ce qui complique les efforts pour faire avancer les négociations. Selon ce que dit The Wall Street Journal, le Qatar ne veut pas être impliqué dans la négociation parce que ces pays sont très en colère contre l'Iran. Qu'est-ce qu'ils vont négocier ? Ils ont été attaqués pendant les opérations de recherche. L'Iran refuse une trêve de 48 heures, selon ce que rapporte Fars News, une agence liée aux gardiens de la Révolution. Autrement dit, les médias officiels iraniens disent qu'ils ne vont pas négocier. Est-ce qu'il y a des opérations de recherche de l'avion en ce moment ? Eh bien, évidemment, il est indiqué ici comment cela se passe. Bonjour Raoul, qui participait aux opérations de recherche et de sauvetage d'un avion de combat. Mes préférés aujourd'hui, comme toujours, ce sont vraiment des animaux incroyables. Ils sont aussi très sympathiques, certains, c'est la vérité. Eh bien, dans ce contexte, l'Iran n'a pas seulement des besoins, mais on dit aussi que, du moins pour l'instant, il n'y en aura pas moins. Il n'y aura pas pour l'instant de négociations. Israël a également suspendu les vols aériens dans des zones importantes afin que cela se déroule plus correctement et pour faciliter le sauvetage d'un avion, selon des responsables israéliens. En ce moment, des opérations sont menées par Israël dans cette zone, mais le sauvetage de l'avion n'est pas correct, non. Disons-le, non. Ça aussi. Eh bien, comme autre mise à jour importante, d'ailleurs, il y a un sujet qui reste en suspens ici. Allons-y avec ça. Le rapport du Premier ministre d'Israël indique que 70% de la capacité de production d'acier de l'Iran a déjà été détruite. Autrement dit, les aciéries ont été frappées, selon ce que rapporte le Premier ministre Netanyahou. Rajou a déclaré aujourd'hui, vendredi, que les frappes aériennes israéliennes ont détruit près de 70% de la capacité de production d'acier de l'Iran, ce qui entrave considérablement la capacité de fabriquer des armes, qui est une ressource stratégique importante utilisée dans la production industrielle et militaire, y compris la fabrication de missiles. Aux côtés de nos amis américains, dit-il, nous continuons d'écraser le régime terroriste de l'Iran. En bombardant des ponts et en détruisant des infrastructures, l'a assuré Netanyahou dans une vidéo qui commence déjà à circuler, nous la vérifierons plus tard, de combat. Comentado, ¿no? Y bueno, ya iremos analizando a detalle también esa otra parte, ¿no? Vamos a otros puntos. Des opérations de recherche de l'avion de combat qui participaient à la recherche de l'avion de combat. Il s'agit d'opérations de recherche. L'affaire concerne un avion de combat. C'est que l'avion participait à des opérations de recherche et de sauvetage d'un avion de combat, recherche d'un avion de combat, opération de combat F-15. À la question posée à Trump il y a peu dans un média, il n'a pas non plus voulu répondre. C'est-à-dire que, eh bien, je pense qu'ils sont encore, comme je l'imagine, dans un état de consternation ou quelque chose comme ça, parce que cela attire l'attention.
Normalement, Trump réagit très rapidement à tous les commentaires, mais à ce genre de nouvelles, il ne réagit pas très bien. Il se concentre sur d'autres sujets, comme le pétrole, ceci ou cela, mais il ne réagit pas tellement à cette situation. Je trouve ça aussi très curieux. Aussi, un autre sujet important, c'est ce qui se passe dans tout ce conflit qui se déroule entre l'Ukraine et la Russie. Allons dans le détail de ce qui se passe en ce moment. Selon ce qui est rapporté en plein jour, il y a 14 personnes, 14 Russes en ce moment, qui auraient ni perdu la vie. Cela en Ukraine. Selon ce qui est rapporté lors des attaques qui ont lieu en ce moment, les autorités indiquent qu'en Ukraine, 14 personnes ont perdu la vie en plein jour lors d'une série d'attaques contre des zones civiles. C'est cette zone. Voyons si nous pouvons l'afficher à l'écran parce que c'est essentiellement une sorte d'énorme maison, n'est-ce pas? Qui aurait été attaquée et où, apparemment, il y avait plusieurs familles présentes. D'après les rapports, Moscou a mené des frappes aériennes à travers l'Ukraine, lançant des attaques avec 500 drones. De la même manière que les drones ukrainiens ont évolué ces dernières années, au cours de la dernière année, les Russes ont également fait évoluer leurs drones. C'est une guerre et les deux camps progressent. Il y a environ 1 an, l'Ukraine se vantait de réussir à fabriquer 100 drones par jour. Actuellement, selon les dernières données, la Russie produit 300 drones par jour. La production a explosé. Vous vous souvenez des drones de type Sting que l'Ukraine fabrique, qui ont été très efficaces? C'est comme un petit pistolet qui tire et le drone décolle, non? Du petit pistolet, pour ainsi dire. Et ça, c'est Sting. Ils traquent et détruisent les drones. Eh bien, cette même arme est récupérée par les Russes. Ils font de la rétro-ingénierie, comme on dit, et construisent les leurs. Donc maintenant, ils fabriquent aussi des Sting en version russe. Donc ils évoluent constamment, évoluent dans ce conflit à des niveaux vraiment impressionnants. Malgré cela, eh bien, on dit que la Chine soutient les Russes. La Chine profite beaucoup des Russes. C'est-à-dire, elle ne donne rien gratuitement. En fait, les mêmes accessoires qu'elle vend à la Russie, elle les vend moins cher au reste du monde. À la Russie, elle les vend 85%. Plus cher En apparence, la Chine dit qu'elle est très amie avec la Russie. En réalité, ce n'est pas le cas, car elle ne leur vendrait pas à un prix aussi élevé. Les accessoires nécessaires pour la guerre, elle les vend extrêmement cher parce qu'elle sait que personne d'autre ne va les leur vendre. Donc elle augmente le prix. Mais ici, le danger, c'est que c'est une guerre où il faut aller plus vite, produire davantage et le faire avec une technologie plus avancée. Et la Russie comme l'Ukraine évoluent énormément. Ils progressent énormément en matière d'armement. C'est ce que disent les spécialistes militaires européens. Les militaires assurent qu'en ce moment, l'armée la mieux préparée d'Europe, c'est au moins celle de l'Ukraine. Elle a 4 ou 5 ans d'expérience. Elle sait utiliser tous les types d'armes européennes, tous les types d'armes américaines et tous les types d'armes russes. Elle sait même utiliser des armes coréennes, de la Corée du Nord et de la Corée du Sud. Autrement dit, c'est probablement le pays dont l'armée sait le mieux utiliser les armes en situation de guerre réelle. À part ça, ils produisent en pompe des armes en pleine guerre et en pleine crise économique. Parce que, évidemment, les deux pays sont en crise économique et malgré cela, ils adaptent leur technologie et leur résilience pour pouvoir fabriquer des armes à tous les niveaux. Donc, il y a quelque chose de vraiment énorme là, parce que eh bien, ils pensent uniquement au conflit, au final, non. L'un, c'est pour survivre, et les autres, c'est pour envahir ce qu'ils veulent. Mais le point, c'est qu'ils ne sont concentrés que sur ce sujet. Focalisés là-dessus. En conflit, Et c'est un sujet qui semble passer au second plan en ce moment, mais ça reste un sujet extrêmement important, non? Passons à d'autres sujets, allons rapidement aux commentaires. Certains sujets restent en suspens et je pense que nous les mettrons à jour. Si c'est urgent, on en parle dans un instant. D'accord?
Un rapport, si je fais un rapport rapide de 15 ou 21 minutes, bien sûr, si on sauve déjà le deuxième pilote ou s'il y a une information importante à ce sujet, on lira quelques commentaires avant de partir. Salutations à tous ceux qui arrivent. Maria Elena Fidelre Melchor, comment vas-tu? Bonjour. Éliseo, bonjour, salutations, comment vas-tu? Quoi de neuf? Salutations, dernier membre. Passons à la dernière information concernant ce que Remel Jordi commente ici. Si le Mexique est le pays le plus corrompu du monde, ce n'est pas le cas. Je le vois ici. La Somalie la dépasse de loin, le Soudan aussi. Le Venezuela, en fait, est plus haut que le Mexique. La Syrie, le Yémen, la Corée du Nord, Haïti, le Nicaragua. Eh bien oui, ça fait pas mal de pays. Si tu as la liste et que tu veux me la donner, on la vérifiera ici avec plaisir. Et on l'ajoutera si c'est le cas, si c'est la plus récente. Mais je suis en train de vérifier ça en ce moment. Et sinon, ce n'est pas le cas. Mais bon, voilà. Le problème, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de corruption. Et c'est quelque chose qu'il faut combattre. Il y en a ici, il y en a au Mexique, il y en a au Japon. C'est un problème grave présent dans de nombreux pays. Certains pays sont plus corrompus que d'autres, non? Salutations, Argenisso. Comment vas-tu? Il dit qu'il y a des conditions pour un cessez-le-feu, mais je ne les vois pas. Si toi tu les vois, tant mieux. J'espère que oui. Je ne vois aucune condition pour un cessez-le-feu. Salutations à Raoul, Eliseo, José Sarah, Marilena, Fidèle, Raimel, Chori et à toute la communauté. Merci beaucoup, excellente journée à tous. Prenez soin de vous, à tout à l'heure pour la suite de la discussion. Et donc, s'il y a quelque chose d'urgent, on en parle immédiatement. Mais si ce soir on le fait, là oui, l'émission va durer longtemps. Ici avec Astrid et moi-même, on vous embrasse bien fort. Passez une excellente journée. À bientôt.